Moi, je pense que la tête, elle drive beaucoup le reste. Parce que, et plus que la tête, je dirais le cœur. Parce qu'en fait, ce que tu veux aller chercher, ton ambition ou autre, ça vient toucher une émotion, ça vient toucher autre chose. La tête, elle va conscientiser, tu vas rationaliser les choses, faire ton plan. Et à la fin, c'est je veux être quoi ou je veux aller faire quoi. Pour moi, il est là le sujet. Et quand tu perds ça, tu es un peu dans le brouillard, donc forcément, tu avances moins vite ou moins bien sur les sujets. Quand tu sais clairement où tu vas, c'est plus simple. Ça ne veut pas dire que tu réussis. Tu peux te planter, tu peux ne pas savoir comment craquer les différents éléments. Mais tu testes des choses et puis après, tu avances. Salut les B-Minders, bienvenue dans un nouvel épisode de B-Mindset. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Hatton. Julien, c'est un épisode pour moi particulier parce que Julien, c'est un ami d'enfance, quelqu'un avec qui j'ai grandi partiellement à travers des événements sportifs, tout un parcours en fac également. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir parce que c'est le fondateur de BuzzNative, une belle agence de com', mais aussi et surtout le créateur du podcast Comment t'as fait. Et aujourd'hui, c'est justement la question que je vais lui poser. Comment il a fait, comment il gère ses différents projets, ses différentes entreprises, mais aussi, vous connaissez le lien qui existe entre entrepreneuriat, santé physique, santé mentale, et tout ça, c'est des thématiques qu'on va aborder dès maintenant. Salut Julien. Salut Alex, écoute que des belles thématiques et j'ai hâte qu'on discute. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien, je suis content. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira l'épisode, mais on peut dire qu'on n'est pas loin de Noël, pas loin des vacances, et ça va faire du bien. Carrément. Dans chaque début d'épisode, ce qui m'intéresse, et surtout pour bien situer et parler à mon audience, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain. Et donc, pour le coup, avant d'aller sur ton parcours, etc., j'aimerais savoir d'où tu viens, que tu racontes un petit peu, effectivement, les différentes étapes que je viens de brièvement énoncer là, et ensuite me raconter l'émergence de tes différentes structures. Ouais, alors si tu veux parler humain et perso, moi j'ai 38 ans, je suis papa de 2 enfants et je suis ravi de ça, et surtout je suis sportif né quoi. C'est-à-dire je viens d'une famille où le sport c'était essentiel. J'ai toujours pratiqué tous les jours, tu l'as dit tout à l'heure en intro, on s'est connus en STAPS, sur les terrains de foot, et donc pour moi ça a été une grosse partie de ma vie. J'ai eu, et on en parlera, une phase où pendant quelques années j'ai fait beaucoup moins de sport, et après un retour à finalement ce sport qui me plaît et qui pour moi est essentiel. Donc voilà, j'ai hâte de t'en dire plus. Donc, on va partir un petit retour en arrière. Ouais. On est à la fac. Ouais, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, effectivement. Ça fait mal. On s'est fait le feedback tout à l'heure, ça fait bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, raconte-nous un petit peu l'émergence de BuzzNative. Ouais. Comment c'est créé et ce qu'il en découle derrière. Ouais, BuzzNative, en fait, c'est une agence de communication que j'ai créée en novembre 2010 avec Maxime, un pote de pro que tu connais aussi. À l'époque, on est en master marketing à l'IE d'Orléans. Max, il est dans le groupe Havas en stage. Moi, je suis dans une agence qui travaille sur la caravane publicitaire du Tour de France. C'est génial, tu fais 3 semaines sur le bord des routes, tu fais coucou aux gens, les gens sont heureux, tu leur distribues des goodies. Même si ça vaut 50 centimes, tu vois, c'est pas grave, tu distribues du bonheur. Et moi, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Okay. Et puis, j'avais des idées que je trouvais pertinentes, des convictions aussi par rapport aux marques et aux entreprises qu'on accompagne en disant, chaque marque, elle est unique, donc il faut lui proposer un concept qui soit personnalisé, unique, différenciant. Et puis, à l'époque, je sens bien que je reste le stagiaire et que mes idées, elles sont peut-être bonnes, mais elles vont pas forcément jusqu'aux oreilles des clients. Et donc je me dis, écoute, j'ai 23 ans, je suis habitué à vivre avec pas grand-chose, les émoluments de stagiaire de l'époque. Si je continue pendant 1 an comme ça, c'est pas grave. Donc je me lance, je crée mon agence de communication, donc avec Max, et puis on se donne 1 an. Et là, je me souviens d'une discussion avec mon père qui m'a dit, écoute, tu fais ça. Je te soutiens. Personne n'est entrepreneur dans la famille, donc on sait pas trop vers quoi tu vas. On n'a pas forcément non plus d'énormes moyens financiers pour se lancer, mais vas-y, donne-toi 1 an, et puis soit ça a réussi et tant mieux, soit t'y arrives pas, mais t'auras appris. Et pense ton expérience pour pouvoir la revendre à un potentiel employeur. Bon, après toi qui es aussi entrepreneur, tu sais que quand t'as goûté l'entrepreneuriat, t'envisages pas toujours de retrouver après difficile. Un poste, mais pour toi, tu as besoin peut-être de cette indépendance. Donc c'est comme ça que ça a commencé BuzzNative. Et intéressant parce qu'on a commencé à Orléans dans un bureau de 18 mètres carrés.
où on nous disait, les gars, on vous a pas attendu pour faire de la communication, on verra bien où vous serez dans 6 mois. Bon, voilà. Et puis, dès le début, on a réussi à avoir des très belles marques comme clients, puisque les premiers clients, ça a été Société Générale, McDonald's, et puis Kleenex, en l'occurrence. Et ça nous a tout de suite positionné comme une agence sérieuse sans se prendre au sérieux. Et c'est comme ça qu'après, on a développé au fur et à mesure, au-delà de la région centre, pour aller justement à Paris, sur le territoire national, et puis maintenant aussi sur l'Europe avec Londres. Ok. Sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais, hyper important pour nous, parce qu'en fait, si tu veux, limite, on pourrait dire ça a commencé comme une blague, tu vois. Et si, ça, c'est quelque chose qui est très fort chez BuzzNative. Moi, je suis très attaché, c'est, tiens, à cette situation-là, et si ça marchait? Tu vois, là où beaucoup pourraient se dire, et si ça marchait pas, et si ça marchait, toi, voir le verre à moitié plein. Moi, tiens, et si ça fonctionnait? Écoute, il y en a d'autres qui arrivent, si d'autres y arrivent, moi je peux y arriver. Ça, c'est un peu un mantra, tu vois, pour moi. Mais sans oublier, sans faire un raccourci, tu vois, sans oublier que oui, je peux y arriver, mais il va falloir que je m'entraîne, il va falloir que j'apprenne, il va falloir du temps et il va falloir s'investir. C'est pas, tu vois, l'instantanéité comme on peut parfois se dire, tiens, lui il y arrive, moi je vais faire pareil et puis au bout de 3 jours j'abandonne parce qu'en fait j'y arrive pas ou je pensais que c'était plus simple. Non, il faut s'investir. Il n'y a forcément pas de résultat si on ne s'investit pas. Donc, BuzzNative, création après ce concours que vous avez gagné, une belle émergence assez rapide. Ensuite, tu peux me raconter brièvement comment on passe de BuzzNative à comment tu as fait? Ouais, alors très simple, BuzzNative, on a eu des débuts très intéressants, puisque en fait, dès la première année, on gagne un trophée de l'entreprise dans la catégorie espoir. Tu vois, on réalisait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et je me souviens, parce qu'on est sur la scène du centre de conférence, il y a Jean-Marc Sylvestre, le fameux journaliste qui est là et qui nous tend le micro et qui dit Julien, Maxime, très bien, ça fait 1 an, vous gagnez ce prix, vous êtes où dans 5 ans? On n'avait évidemment pas préparé la réponse. Moi, je prends le micro vite et je dis si on fait 500 000 euros de chiffre, ce sera déjà super bien. Et en fait, il s'avère que 3 ans, 4 ans après, on avait passé 1 million d'euros de chiffre d'affaires en prestation de services, B2B, tu vois, on a 26, 27 ans. Je veux dire, c'est quelque chose, sur le coup, on s'est pas rendu compte, mais où on se dit, ah ouais, c'est quand même une belle perf. Donc, quand tu as les feedbacks de l'extérieur, tu te rends compte de ce que tu as pu faire comme performance. Mais ça a eu un effet aussi plus négatif, c'est-à-dire que ça nous a pas permis de nous poser les bonnes questions. Donc on est arrivé à cette étape-là, et puis là en fait on s'est rendu compte que la boîte qu'on avait ressemblait plus à ce qu'on voulait, qu'on passait 80 heures par semaine dedans à travailler, qu'on avait plus de problèmes, qu'au prorata on se payait même moins qu'avant, et en fait on se dit va falloir que je change quelque chose parce que c'est pas pour ça que j'ai signé, c'est pas pour ça que j'ai créé ma boîte. Et donc là tu commences à te poser des questions, puis tu te dis ok, j'ai un diplôme, j'ai de l'expérience, mais j'ai besoin de quoi pour structurer la boîte différemment, pour être plus rentable, pour pouvoir faire les investissements, pour pouvoir mieux payer mes équipes, etc. Et donc c'est là où, très pragmatique, on vient du terrain, je me suis posé la question, qui mieux que celles et ceux qui sont déjà passés par là pour me guider ou me nourrir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des rencontres d'entrepreneurs, un peu au culot, tu vois, en disant tiens, admettons, t'habites à Lille, tiens, Alex, la semaine prochaine je suis à Lille, si t'es dispo, on n'a qu'à prendre un café et déjeuner ensemble. Puis si tu me disais oui, moi je prenais un billet de train, puis je venais. Voilà, et donc j'ai fait des super rencontres, autant des gens qui venaient de se lancer que des gens qui étaient déjà dans des boards de très grosses boîtes que tout le monde connaît. Et ça m'a permis d'échanger sur nos expériences respectives et de se nourrir l'un l'autre dans la relation. J'ai fait ça pendant des années. Ça m'a vraiment aidé. Et puis en 2019, je me suis installé à Londres. 2020, le Covid est arrivé. Là, je pouvais plus faire les trajets parce que tout le monde était restreint. Et là, je me dis, mais comment je fais moi pour garder le lien, quoi. Et c'est là où, à l'époque, un pote me dit, mais t'écoutes des podcasts, toi? C'est quoi les podcasts? C'est l'ancêtre de la radio, tu vois, c'est vraiment ringard. Et puis finalement, j'écoute des podcasts sur des parcours d'entrepreneurs. Je trouve ça super intéressant. J'ai une frustration qui monte en moi, c'est que ils posaient pas les questions que moi j'aurais posées, tu vois. Donc mince. Et je me suis dit pourquoi j'en ferais pas. Et donc j'ai acheté un micro et j'ai commencé à distance à enregistrer des podcasts en me disant je pars pour 10 épisodes, on verra bien ce que ça donne. Et puis l'audience a vite pris. Ok, c'est une fois de plus, ce qui m'intéresse dans tout ce que tu nous as raconté là, c'est le lien entre j'ai une idée, je passe à l'action. Donc, comment le corps se met en mouvement dans tout ça et quelle place tu viens mettre de ton corps
dans ce projet-là. Tu vois le lien? Ouais. C'est la question que je vais Ouais. te poser. Donc, on a une vision, je veux entreprendre, je mets en place mon entreprise. Au début, ça part souvent d'une envie, ou alors à défaut de ce que l'on sait faire. Et puis ensuite, on passe à l'action. Comment tu passes de ce programme mental, j'ai envie de faire ça, je le mets en place, et ensuite, je mets les actions en place pour. Une fois que tu as mis les actions en place pour, ton corps, lui, comment tu le traites? Qu'est-ce que tu as fait pour rester en forme? Dis-moi un petit peu. Là, c'est intéressant parce que quand j'ai créé la boîte, j'avais un assez bon niveau en foot. Je jouais tous les jours. D'accord ? Et puis finalement, j'ai priorisé l'entreprise. Parce qu'on faisait cette belle performance du départ. Donc, quand il fallait aller à l'entraînement à 18h, l'entraînement, il passait un peu à la trappe. Parce qu'il y avait toujours un truc à faire. Et quand tu es entrepreneur, tu le sais très bien, tu as toujours un truc à faire. Donc petit à petit, j'ai moins fait de sport. Ça m'a permis donc de faire cette performance plutôt entrepreneuriale. Mais je me rends compte maintenant, et dans ce que tu dis, que en fait, ce qui coïncide avec une période où je ne savais pas trop où j'allais d'un point de vue entrepreneurial, c'est aussi la période où j'entretenais pas mon corps et où j'avais mis de côté justement le sport. Et là, je viens de m'en rendre compte, tu vois, grâce à ton retour. Et par contre, je vois que les moments où tu es aligné sur je veux aller là et j'ai besoin de quoi, et en fait, mon corps est un véhicule, est un outil aussi pour pouvoir aller atteindre ce que tu vas atteindre. Bah ouais, ça c'est clair qu'il y a un lien. Il y a un lien. Quand tu sais pas trop où tu vas, tu fais des actions, mais tu sais pas trop pourquoi. Quand tu sais, tu mets en place un plan d'action. En fait, la recette, elle est assez simple. C'est souvent, je suis à un point A, je veux aller à un point B. C'est quoi le chemin? Ça, c'est le plan d'action. Maintenant, ça dépend de la dimension, soit l'entrepreneuriat, soit les sportifs, soit les peu importe. Il faut arriver après à s'y tenir et surtout y voir clair et se dire, je veux aller par là. Mais j'ai besoin de quoi? Et pas se dire, ça va arriver tout seul. Ouais. Donc, on revient à la notion de si les autres y arrivent, moi aussi je peux y arriver. Très bien, mais pas juste comme ça. Il y a des choses à faire. Et donc, là, ça, c'est ton mode de fonctionnement. Toi qui as rencontré beaucoup d'entrepreneurs, pour le coup, avec plus ou moins de succès, mais aussi plus de succès, c'est souvent ceux qu'on va regarder de plus proche parce qu'on veut voir les clés de la réussite, entre guillemets. Est-ce que tu as réussi à identifier des choses chez eux, leur rapport à leur corps? Est-ce qu'il y a des choses qu'eux font que les autres ne font pas en termes sur cet aspect-ci? Ou c'est vraiment que de la dimension mindset, mental, état d'esprit? Je pense que après, par rapport au corps, déjà t'en as qui aiment le sport, t'en as qui aiment pas. T'as des corps qui sont plus qui répondent mieux au sport que d'autres. Donc je peux pas arriver à généraliser quelque chose sur les 200 épisodes que j'ai pu faire. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est que celles et ceux qui ont réussi à avancer bien, c'est ceux qui avaient une vision. C'est-à-dire, ils savaient où ils allaient. Que quand tu perds cette clairvoyance-là, forcément, tu as moins de sens dans ton quotidien parce que tes actions, elles ont plus de sens. Mais quand tu sais que tu veux aller faire ce chiffre, ou tu veux perdre tant de kilos, ou tu veux faire cette course-là, ou gagner tel championnat, mécaniquement, tu commences à orienter tes actions vers cet objectif que tu te fixes. Et moi, quand je te dis qu'il y a eu un moment donné où j'étais pas aligné, c'est que vu que je n'avais pas d'objectif clair parce que je ne savais pas où j'allais, en fait, mes actions n'avaient pas de sens. Pourquoi j'irais faire du sport? Parce qu'en fait, je savais pas trop. Ça servait à quoi finalement dans mon plan, dans mon ambition. Donc voilà. Donc moi, ce que j'observe surtout, c'est que celles et ceux qui avancent le mieux, c'est ceux qui savent où ils vont. Et parfois, ça met du temps à trouver. Tu vois, nous, il y a une période où on a mis 2 ans à accoucher de, OK, où est-ce qu'on veut emmener cette boîte? Tu vois, après la première performance des 5 premières années, où est-ce qu'on veut aller? C'est une vraie question à se poser. Et ça, quand tu sais pas, voilà, c'est des périodes compliquées. Est-ce que c'est comment je dirais ça? Est-ce que c'est la tête qui guide le corps ou est-ce que c'est le corps qui guide la tête? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans cette vision, au début, donc ça peut partir d'une vision et quand on commence à être décorrélé, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où on perd l'énergie. Ouais. Mais dans cette phase-là où on commence à perdre de l'énergie, selon toi, est-ce que c'est parce que tu es en train de perdre ta vision que ton corps commence un peu à merdouiller ou c'est l'inverse? C'est parce que justement, tu n'as pas pris soin de ton corps que tu perds le lien avec ta vision?
Je sais pas s'il y a une bonne réponse à ça, tu vois. Peut-être que toi, t'as des insights là-dessus. La seule chose est sûre, et je vais le citer, je le cite à chaque fois, et c'est Philippe Rebaud, que tu connais bien, qui nous a accompagnés avec l'équipe universitaire quand on a été champion d'Europe à Rome. Mais je me souviendrai toujours de cette pause dans le match, à la mi-temps, où sur le terrain, Philippe, il avait plus rien à nous apprendre techniquement. C'est-à-dire que on savait qu'on avait fait des mauvaises passes, on savait qu'on n'était pas bien organisé, on savait qu'il y avait quelque chose à changer. Il nous a pas du tout parlé de ça à la mi-temps. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, les gars, la question, là, quand vous allez rentrer sur le terrain, c'est quoi? C'est, est-ce que vous avez envie de le gagner, ce match? Est-ce que vous avez envie d'être champion d'Europe? Et ben là, on est rentré sur le terrain et on s'est dit, on ne s'est même pas parlé, en fait. Juste, on avait cet objectif. Il avait touché le point mental qu'il fallait pour qu'on se dise, OK, maintenant, on va vraiment passer à l'action, on va vraiment faire ce qu'on doit faire sur le terrain. Donc, moi, je pense que la tête, elle drive beaucoup le reste. Parce que, et plus que la tête, je dirais le cœur. Parce qu'en fait, ce que tu veux aller chercher, ton ambition ou autre, ça vient toucher une émotion, ça vient toucher autre chose. La tête, elle va conscientiser, tu vas rationaliser les choses pour faire ton plan. Et à la fin, c'est je veux être quoi ou je veux aller faire quoi. Et pour moi, il est là le sujet. Et quand tu perds ça, tu es un peu dans le brouillard, donc forcément, tu avances moins vite ou moins bien sur les sujets. Quand tu sais clairement où tu vas, c'est plus simple. Ça ne veut pas dire que tu réussis. Tu peux te planter, tu peux ne pas savoir comment craquer les différents éléments. Mais tu testes des choses et puis après, tu avances. Ok. C'est sûr que par contre, si tu passes pas à l'action, ça ne changera rien. Je veux bien retenir ça. C'est important pour moi de faire une petite pause là, sur ce que tu viens de dire là, parce que c'est essentiel, et je pense sur toutes les sphères de notre vie, c'est vraiment ce lien au cœur. La tête, effectivement, rationalise, prévoit, cherche à anticiper, veut contrôler, mais dans l'absolu, si on vibre pas, et ça part du cœur, si on ne vibre pas, ça va rester bloqué dans un espace très restreint. Et vraiment pas négliger ça. C'est tout un travail qui demande d'être exploré, mais vraiment retenir cet aspect-là qui pour moi est essentiel. Ce que tu viens de dire là, je te remercie de faire ce rappel-là. C'est vraiment au-delà de toutes les actions que vous voulez mettre en place, restez connecté à ce que vous aimez vraiment et prenez le temps des fois de faire pause et de vous reconnecter à ce pourquoi vous faites les choses. Et mais ça, il y a un exercice très simple qu'on fait avec les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est l'exercice des 5 why, donc les 5 pourquoi. Je sais pas si tu connais, mais en gros, on va te dire, tiens, ok, là tu dis, je veux être leader de tel marché. Très bien, pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi tu veux être leader du marché? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on aura gagné. Ok. Pourquoi gagner pour toi c'est important? Parce que ça veut dire qu'on sera les meilleurs ou que les autres vont nous reconnaître. Ok. Et pourquoi? Et en fait, tu vas revenir finalement à aller chercher ça, et peut-être qu'à la fin, c'est que la personne, ce qu'elle voulait, c'était avoir la reconnaissance de ses parents, de sa femme, de son... Peu importe. Et en fait, tu es là, tu dis, ok, quand tu arrives à trouver l'émotion de pourquoi la personne a fait ça, en fait, c'est là où tu as un driver de fou. Exactement. Parce que oui, tu as beau dire, tiens, les gens me commentent, les gens critiquent, etc. En fait, ça te passe... ça glisse, c'est plus un sujet, parce que toi, tu es drivé par ce que tu veux faire. Et donc, finalement, tu es moins perméable à tout le reste. Et donc, ça te permet, toi, d'avancer vers ton sujet perso. C'est, voilà, en tout cas, c'est vraiment la base pour moi, et c'était vraiment important de le rappeler parce que des fois, c'est pas conscientisé cet aspect-là. Tu vois, c'est un aspect qui est souvent négligé parce qu'on pense que c'est soit inné, soit il est plus fort que les autres, ou non, c'est juste qu'il est drivé par quelque chose qui a vraiment du sens et qui ramène au cœur. Pour revenir sur comment tu as fait et les différentes rencontres que tu as pu faire à travers tes épisodes, c'est quoi les différences majeures pour toi que tu as pu identifier entre les entrepreneurs qui durent et ceux qui s'épuisent? Déjà ça, le focus sur où est-ce que tu veux aller, ce que tu veux faire. Parce que ça, c'est ce qui te permet de traverser les tempêtes. Tu vois, si tu sais pas où tu vas, à un moment donné, tu vas dire, tiens, je m'arrête sur le bas-côté. Si tu sais où tu vas, et même s'il pleut, il y a la tempête et autres, et que tu as une bonne raison d'y aller, forcément, tu vas continuer. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, un deuxième sujet, et c'est intéressant parce qu'on a souvent l'image, tu vois, de l'entrepreneur qui est fort, qui sait, il y arrive, et c'est une machine. Et en fait, la réalité, c'est que l'entrepreneur qui est réussi, en tout
cas de ce que j'ai observé dans les plus de 200 épisodes qu'on a pu faire, et encore il y a même toutes les autres rencontres, hein, c'est pas celui qui est forcément le plus fort autre, c'est celui qui se met dans la position du non-sachant. Il ne sait pas. Il a devant lui un obstacle, un objectif, une équation à répondre, et il se dit pas j'arrive avec des certitudes. Il se dit j'arrive avec des incertitudes. Je vais tester ça, et je vais accepter que pendant une semaine, un mois, 2 ans, je n'arrive pas à trouver la solution. Pourquoi ? Parce que justement, je suis drivé par le truc qu'il y a après le fait de trouver cette solution-là. Et ça, quand on a ça à l'esprit, c'est intéressant parce que ça permet de revoir sa posture. Ça permet aussi de se dire, tiens, par rapport à ma boîte et mon objectif, c'est quoi mon réel axe prioritaire ? C'est quoi mon réel objectif ? Sur quoi je me focus ? Et quelque chose qui est essentiel, c'est que, tu le sais, pour être champion à la fin de la saison et gagner les 36, 38 matchs, peu importe, en fait, tu les gagnes pas tous. Mais ça te permet quand même de lever le trophée. Donc, parfois, tu gagnes, parfois, il y a un match nul, parfois, tu perds. C'est pas grave. Il faut l'accepter. C'est qu'une étape vers, à la fin, le trophée. Bon, voilà. Est-ce que parfois, tu as eu certains qui t'ont confié des petites choses concernant leur rapport à la fatigue, au stress et à leur corps ? Est-ce qu'il y en a qui t'ont donné un petit peu des choses ? Ouais, alors le concept de comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs, ce podcast, c'est justement d'arriver à montrer les entrepreneurs, mais de manière authentique. Et donc, oui, ils partagent leur réussite, mais je leur pose tous la question, quelles ont été tes galères ? Quels ont été les moments difficiles et comment tu as fait pour les relever ? En fait, ces challenges qui sont arrivés face à toi. Et donc, certains te livrent que oui, c'est pas toujours facile financièrement, mentalement, moralement, voilà, sur tout un tas d'aspects. Et donc, ça, c'est un vrai sujet, c'est d'arriver à avoir à l'esprit que l'entrepreneuriat, c'est que des pics. Dans la même journée, 9h10, t'as une super nouvelle, 9h15, t'as l'impression que tu vas fermer ta boîte. C'est la réalité de l'entrepreneur. Donc, c'est comment tu deals avec ça et comment t'acceptes ça. Et ça, c'est hyper compliqué parce que quand tu te lances, t'as l'impression de voir que des réussites sur LinkedIn, que tout le monde est riche, que ça se passe bien, qu'il faut bosser 2 heures par jour. C'est pas la réalité. Et la réalité, c'est que, en fait, t'es sur le terrain et tu dois régler tous les jours des sujets. Et la question, c'est, est-ce que toi, t'arrives à te dire, c'est pas grave d'échouer. Et toi, ce que je disais tout à l'heure, ce vrai sujet de l'entrepreneur qui se met dans une position qu'il sait pas, c'est l'entrepreneur, c'est aussi celui qui se met dans une position d'échec. Il accepte ça. Et là où d'autres vont dire non, moi je peux pas les échecs. Donc je me mets dans des situations plus sécurisées, plus sécurisantes. Non, là en fait quand tu vois un succès d'entrepreneur, on sait la stat c'est avant il y a 8 ou 9 essais ou échecs. Voilà, faut l'accepter. Donc un entrepreneur en fait c'est pas quelqu'un qui réussit plus que les autres, c'est quelqu'un qui échoue plus que les autres. C'est vraiment un aspect vraiment une fois de plus essentiel. Je kiffe ce qu'on est en train de dire là. Non, sérieux, parce que ça va ramener à un point encore une fois de plus qu'on a tendance à oublier, c'est cette capacité à, j'aime pas se relever une fois de plus que les autres, ça c'est un peu la phrase de Michael Jordan, mais vraiment garder cet espace de neuroplasticité, c'est-à-dire si tu es dans un mode où tu es fermé dans un truc où tu sais, où tu penses savoir en tout cas, dès qu'il va y avoir un truc qui va sortir du cadre, ça va être hyper complexe. Ouais. Alors qu'à l'inverse, si tu pars de cette page blanche où tu dis en fait je veux aller là-bas, je sais pas comment je vais y aller, je sais qu'on va y aller et je suis prêt à accepter les différentes choses qui vont se mettre dans mon chemin, c'est là où tu as le plus grande chance de réussir. Et aussi c'est là où tu as le moins de chance entre guillemets de souffrir. Tu vois, je mets des guillemets quand je dis ça parce que tu es prêt à ça. T'es prêt à ça. Et c'est dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans ton projet, que ce soit un projet de santé, de sport ou de performance, c'est hyper important d'avoir ça. Si tu perds ça fait partie de l'équilibre en fait. Si tu perds ce côté-là, il y a des chances que... Mais tu viens chercher ça, tu vois. Moi, je me rends compte maintenant, l'autre fois, je disais, alors volontairement pour provoque, je disais, je suis addict. Je suis pas addict à une substance, je suis addict au sport, je suis addict à l'adrénaline, je suis addict à l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me fait justement vivre des pics de haut et de bas aussi, mais en fait qui viennent nourrir ce besoin que j'ai. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je sais que dans ma journée, je vais avoir devant moi des échecs, des équations à résoudre, et cette satisfaction que tu as
quand tu arrives à trouver, voilà, à craquer le truc et de dire ah, ça c'est bon. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme des marches. Une fois que tu as monté une marche, tiens, tu as pris, t'as relevé ce premier challenge, tu as relevé celui-ci, bah, quand il revient une deuxième fois, bah, en fait, tu l'as déjà vécu, donc ça devient simple ou normal. C'est vrai que parfois, quand tu parles à ton entourage qui est pas habitué à vivre ces différents pics, que tu leur dis ah bah on a cette situation là et que tu vois autour de toi ah ouais mais ça doit être super compliqué. Non, en fait, oui, c'est un des éléments, c'est un des éléments de l'équation qu'on a tous les jours. Bon, voilà. Moi, en tout cas, ça me plaît et j'ai besoin de ça. Pour revenir sur le sens, parce que pour moi, il y a un lien entre le sens et l'énergie. Est-ce que tu as réussi à identifier que ce lien, quand les personnes perdent le sens, est ce qui se passe au niveau de leur corps? Bon, je sais pas, je dirais... Non, mais je dirais que tu as un relâchement général. Tu vois, je pense que tu dois perdre en tonus et en tension musculaire. Alors, c'est toi l'expert. Mais je fais des suppositions. Tu me diras. Hein. mais parce que toi, c'est pareil. Tu es dans une posture. Tu sais que tu veux avancer, tu veux gagner. Bon, tu es tonique. Quand tu sais pas, tu es un peu plus relâché, tu es un peu plus... Voilà. Et je pense que ça, on n'en a pas toujours conscience d'ailleurs. Mais notre corps renvoie plein de signaux dans notre posture, dans la manette, dans les blessures. Tu vois, aussi de dire, tiens, bah, quand tu as trop tiré sur la corde, toi, un truc moi, dont je suis super fier, tu vas me dire, c'est bateau, mais c'est que ça fait 15 ans que j'entreprends. Pendant 13 années de suite, j'ai toujours été malade à Noël. Bon, là, on enregistre la veille de Noël. Je suis pas malade c'est la deuxième année de suite. Non, mais tu vois, tu chopes la grippe, le rhume, le truc qui fait que tu passes Noël sur les rotules dans le canapé, alors qu'en fait, tout le monde profite de ce moment-là. Bah, pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, avant, je faisais pas attention, je me faisais j'étais tout le temps à 100% à fond. Et en fait, tu uses ton corps et tu uses ton état d'esprit. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu mets en place pour aussi entretenir ton corps ? Tu vois, moi, l'adrénaline du sport, c'est hyper important. Pour faire le parallèle, pendant les 4-5 années où j'ai pas fait de sport, et je m'étais pas rendu compte que c'était ça le problème. Mais depuis que j'ai repris, je me rends compte que 1, j'ai besoin de ça. De 2, ça me fait éliminer le stress. De 3, en fait, ça me permet d'avoir un objectif. De 4, en fait, je le fais pas que tout seul. Il y a des temps où je fais le sport seul et parfois avec d'autres. Donc, tu as une dimension sociale. En fait, ouais. Et je me rends compte. Et ça, c'est l'entrepreneuriat plus l'expérience plus la maturité a fait que aujourd'hui, je connais un peu mieux mon biorhythme. Donc, je sais quand est-ce que dans la journée, il faut que j'aille courir. Je sais que si je fais 2 jours sans aller faire du sport, je commence à être irritable, voilà, etc. Donc ma femme, elle est très bien pensée. Tu sais quoi, va courir. Allez, sors de là. Va courir 2 heures, ça te fait du bien. Et reviens avec nous à fond, tu vois. Ouais, mais en fait, quand tu as la liberté de parole pour dire ça, et quand tu as conscience de ça, ça t'évite peut-être d'avoir des clashs, tu vois, que tu aurais pu éviter. Bon, voilà. Moi, ce qui m'interroge, c'est... Parce que je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas de... Tu peux pas dissocier le corps et l'esprit. Mais qu'il y a quand même des personnes qui n'aiment pas le sport, maltraitent leur corps de par des excès divers et variés, autres que le sport, mais qui réussissent quand même. Tu as le droit d'avoir des écarts types ou des exceptions. Là, c'est toi l'expert. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, la masse fait que tout ça s'est aligné ? Et est-ce que c'est des exceptions ? Celles et ceux qui, par exemple, vont pas avoir de vision, pas entretenu le sport, etc. Et leur corps, et pourtant, ils arrivent à performer ou pas ? Je te repose plutôt la question à toi. Mais c'est comme l'entrepreneuriat. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas une manière d'entreprendre. Donc, voilà, je sais pas. Pour moi, tu peux performer en mettant ça de côté, mais ça dure qu'un temps. Oui, c'est que c'est peut-être pas durable. C'est plus cet aspect longévité qui va rentrer en considération parce que effectivement sur le papier la tête peut driver l'ensemble mais à un moment donné ça finit par te rattraper. Ça dépend à quel point ta santé fait partie de tes valeurs hautes. Il y en a, ça reste vraiment secondaire, c'est-à-dire qui finissent à 55 ans complètement en PLS mais avec des millions sur leur compte, ça leur convient très bien et ça a été leur objectif. Maintenant, à quel point ta santé, vivre longtemps en bonne santé, c'est important et à quel
quel temps tu vas pouvoir dédier à ça dans ta semaine. Parce que finalement, le retour sur investissement, il passe par combien de temps j'y dédie. Plus de temps j'y dédie, plus j'ai de chance à ce que j'ai un retour sur investissement là-dessus. Et donc, oui, je pense qu'on peut réussir, mais ça dure qu'un temps. Ouais, c'est vrai. Ça dure qu'un temps. Et mais tu vois, c'est comme dans l'entrepreneuriat, quand je dis tu peux réussir sans avoir un objectif. C'est pareil. Tu peux très bien dire, tiens, je commence l'année, on verra, et puis faire une belle perf. Mais est-ce que effectivement c'est pérenne, c'est durable, et est-ce que c'est pas de la chance ou juste une configuration de marché, de facteurs externes qui fait que sur le moment ça a marché. Toi, moi, quand je te dis que nous on a mis 2 ans à trouver la vision, c'était entre 2018 et 2020, on a fait des bonnes années à ce moment-là. Mais c'est juste que nous, on n'avait pas le sang. Voilà. Et après, quand tu poses un plan et que tu sais où tu vas, là en fait t'es aussi plus léger parce qu'au quotidien tu sais pourquoi tu fais des actions. Donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas incompatible. Mais est-ce que c'est durable ? C'est peut-être plus la question. Dans cette phase où tu manques de sens, tu perds un peu le sens de ce que tu veux faire avec BuzzNative, est-ce que tu as des souvenirs de comment tu te sentais physiquement ? Ah ouais, pas bien. Déjà, t'as le ventre en vrac, tu fais des... En fait, physiquement, tu sens ton corps, donc comme je disais, un peu plus relâché, mais aussi tu sens que tu as des boules au ventre, que t'es pas aligné, donc même dans ta posture, à un moment donné, je me souviens de situations où tu arrives face à des clients ou ton équipe et où ça se sent que toi-même t'es pas convaincu, tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'on sait que dans la communication, il y a ce que tu dis, mais il y a la manière dont tu le dis, dont tu l'exprimes, ta posture. En fait, il y a tout un tas d'éléments qui font que on reste des êtres sociaux, donc on arrive à comprendre et détecter les signaux. Il y en a qui sont plus sensibles à ça, qui vont faire plus attention, mais de manière générale, t'arrives. Et donc forcément, t'arrives aussi à moins convaincre. T'engages moins ton équipe, t'engages moins tes clients. Donc en fait, c'est moins intéressant pour tout le monde. Donc voilà, après, faut arriver à faire ce travail de se dire comment je définis où est-ce que je veux aller. Et c'est pas simple, tu vois. Et c'est à ça aussi que sert comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs, c'est que tu te rends compte que c'est qui nous notre audience ? C'est des entrepreneurs, ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils ont leur boîte. Ils ont une expertise, ils ont lancé leur entreprise, parce qu'ils font bien leur métier, ils ont des clients, parce qu'ils ont des clients, ils sont entourés d'un écosystème, soit de partenaires, soit d'une équipe, et ils arrivent à un moment donné où ils plafonnent, où ils sont à un plateau, et ils se posent des questions, ils se disent comment je peux faire moi ? Soit déjà pour mieux gagner ma vie, parce que je commence à m'essouffler un peu aux conditions actuelles, ou alors pour tout simplement pouvoir mieux payer mes équipes, être plus rentable, faire les investissements dont j'ai besoin pour garder mes parts de marché. Et en fait, ils arrivent devant une situation où ils savent pas trop. Et puis, ils sont un peu tout seuls. Alors, ils vont bien dans des réseaux d'affaires de temps en temps. Ils essayent de rencontrer d'autres entrepreneurs, mais c'est pas structuré. Et puis surtout, à la base, ils ont leur expertise à eux. Tu vois, genre plombier, paysagiste, conseiller, coach, etc. Et en fait, ils n'ont pas ce recul nécessaire pour structurer la boîte, avoir les bons outils et se dire, OK, j'ai une vision, je veux aller là, et voilà comment je compte y aller. Évidemment qu'entre ce que tu as dans la tête, ce que tu as écrit sur le papier et ce que tu vas faire, il y aura des écarts. Puisque il y a un marché, donc il y a des concurrents, il n'y a pas que toi, il y a des clients qui ont décidé d'acheter, pas acheter. Et donc, mais au moins, ça te donne une feuille de route. Et c'est comme si tu dis, tiens, je vais de Paris à Marseille. OK, j'ai quoi comme route ? Soit je prends l'autoroute, soit je prends les plus petites. Je peux aller tout droit, je peux aller mais en faisant des virages. Mais ça dépend de ton chemin. Si ton chemin, c'est de dire je veux profiter de la beauté de la France, tu vas pas prendre l'autoroute, tu vas aller prendre les petites routes, tu vas t'arrêter dans les auberges, etc. Si tu dis moi je veux que ça aille vite parce que en fait je veux pas perdre de temps en voiture, tu vas prendre l'autoroute et tu vas essayer d'aller le plus vite possible. Voilà, chacun son chemin en fait. Mais pour ça, il faut savoir où tu vas. Qu'est-ce qui t'a aidé à revenir à ce que tu voulais vraiment ? Est-ce que je vais plus préciser encore ma question, c'est est-ce que clairement l'activité physique ou tout ce qui va être en rapport avec comment tu traites ton corps t'a permis de revenir sur le bon chemin avec le bon véhicule ? En fait, je suis revenu sur le sport déjà parce que c'était pas le côté nostalgique, mais c'était le côté rassurant. Tu sais, quand tu sais pas trop où tu vas, tu reviens à des choses que tu connais et pour lesquelles tu as vécu des bons moments. Et moi, le sport, ça a été que des bons moments. Tu vois, j'ai commencé à 6 ans, 7 ans le foot. J'ai vécu des choses géniales. Et le fait de me dépenser, ça me permettait aussi de me mettre en condition. Tu vois, puis de me dire, en fait,
le sport, je suis bon dedans, donc ça te met aussi dans des conditions de réussite. Donc de retrouver ça m'a permis déjà de me ralléger, tu vois, dans la tête et de me dire, ok, bon, je retourne dans une situation où je sais que je suis en réussite et je sais pourquoi je fais ça. Ok, bon, ça m'a permis d'avoir ce côté-là. Et après, ça m'a permis, si tu veux, de dire, bah, si tu te sens mieux dans ton corps, si tu te sens mieux dans ta tête, bah, d'être plus clairvoyant. Et tu vois, avant, j'avais toujours ce complexe de dire, ah, mais si je vais faire du sport, aujourd'hui, je cours tous les midis. Je fais 200 km par mois. C'est le truc qui me plaît. Bon, très bien. Et ben, avant, j'avais un complexe de me dire, ah, mais je peux pas prendre 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie le midi pour aller faire du sport. Ouais, et c'était même pas un j'ai pas le temps, c'était, bah, en fait, je serais plus productif si je bossais. Et puis, je me suis rendu compte qu'en faisant la vraie journée où tu bosses de 7h à 22h, bah, en fait, l'après-midi, t'es pas efficace. Ce que tu mets 10 minutes à faire, tu mets, là, en réalité, 45 minutes à le faire. Et que ça servait à quoi? Bah, à rien. Donc, moi, je sais que je fais mon sprint de travail le matin. Le midi, je fais mon running. Et quand je reviens l'après-midi, bah, en fait, je reviens moins en volume d'heures, mais plus efficace. Bah, en fait, j'ai coché les cases sur tous les tableaux. J'ai entretenu mon corps, j'ai pris du plaisir. En même temps, j'écoute un podcast, donc j'ai nourri mon corps et mon esprit. Et je reviens efficace l'après-midi. Bah ouais, Tout bénef. ça marche. Tout bénef. Et ça montre une certaine routine chez toi. Ouais. Et cet aspect-là m'intéresse aussi, c'est-à-dire est-ce que dans tes différents podcasts également, tu as pu identifier des routines chez les entrepreneurs qui réussissent le mieux? Ouais, bah, clairement. En fait, la routine, alors, je veux pas parler de tu sais, Miracle Morning et un peu voilà, tous ces clichés parce que on veut te le vendre ça. Mais dans les routines, ce qu'il y a de bien dans les routines, c'est que c'est rassurant, ça t'enlève de la charge mentale. Tu vois, dans la routine de dire tiens, bah, en fait, je me pose pas la question, c'est tous les midis que je vais courir. Ok, quand je vois l'heure, j'ai mon petit rappel, paf, je mets les baskets, je me pose pas de questions. Tu sais, je débranche le cerveau et t'y vas. Et c'est toujours compliqué parce que c'est toujours compliqué d'y aller. Mais quand t'es dedans, tu dis ah, qu'est-ce que ça fait. Tu vois, moi, j'ai la chance d'habiter à Londres. Il y a des parcs magnifiques. Je vais courir le midi, ciel bleu, même si tout le monde pense qu'il pleut tous les jours, c'est pas vrai, je peux confirmer. J'y vais, je mets mes running, je mets un podcast dans les oreilles, je cours, je fais mes kilomètres. Waouh! Et toi, tu redescends, t'enlèves toute la pression, tu fais du bien à ton corps et tu te sens en condition et t'es d'attaque après. Bah moi, ça vaut de l'or pour moi, tu vois. Donc voilà. Et donc cette routine-là, du coup, je me pose pas la question. Bah, d'autres ont d'autres routines. Ça va être de lire, de faire la cuisine, de suivre leur tableau, peu importe. Mais ça t'évite d'avoir à te dire, alors attends, faut que je book. Et puis là, ce jour-là, je vais y aller à 18h. Et puis là, je vais y aller à 7h. Et puis là, non, je peux pas, il y a les enfants. Et puis non, j'ai trouvé mon rythme. Alors, et je souhaite à tout le monde de trouver le sien. Là, je te dis que ça, c'est mon rythme. Mais avant d'avoir des enfants, c'était le matin que j'allais courir. Entre 6h et 7h30, 8h. Mais après, bon, Ouais. c'est une dimension logistique qui fait que quand peut tu être deviens différent. parent, bon, tu peux plus y aller à ce moment-là et que tu essayes de grappiller les heures de sommeil quand tu peux, quoi. Est-ce qu'il y a, tu as réussi à identifier d'autres aspects qui, chez toi, peuvent générer de l'énergie, au-delà de la dimension sportive? Ouais, bah, moi, je sais que je fonctionne beaucoup avec la dimension créative, tu vois. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est j'aime bien aller au cinéma. Tu vois, ça m'apaise et en même temps, alors ça, c'est peut-être la déformation aussi de l'agence de pub, tu vois, mais ça me permet de voir comment ils font. J'adore comment ils ont pensé les scènes et comment ils les font, tu vois. Et pour moi, c'est à la fois un moment d'inspiration, mais c'est aussi un moment où je suis un peu plus posé. Quand je repars de là, je repars avec plein d'idées. Et un truc assez paradoxal, c'est qu'il y a deux choses opposées qui me donnent de l'énergie. C'est-à-dire la dimension sociale, voir tes amis, ta famille, etc. Ça, c'est important. Mais je me rends compte que dans mon profil, j'ai besoin aussi de temps tout seul. Tu vois, le temps où là, je suis juste en train de lire tout seul. J'ai besoin d'avoir ce moment-là pour revenir plus connecté aux autres. Voilà, donc, et ça, à un moment donné, j'ai eu cette ambivalence et ce truc de dire, en fait, je suis où dans cette équation? Et en fait, j'étais pas ni là ni là. C'est que j'avais besoin des deux, mais dans des configurations différentes. Donc, une fois que tu as compris ça aussi, après, tu l'acceptes plus. Et puis, tu dis, bah, voilà, toi, par exemple, si je prends les exemples des soirées entre potes, très bien. Mais moi, à 23h minuit, ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à 4h. Ouais.
parce que je prends plus de plaisir à ce stade-là. Et au début, j'avais du mal à dire aux copains, bon les gars, moi maintenant j'y vais quoi. Tu sais, t'es tout le temps, lui il va se coucher, etc. Mais en fait, toi, il y a 3-4 ans à peu près, je suis arrivé, j'ai dit, écoutez les gars, moi je fonctionne comme ça. J'ai pris du plaisir à être avec vous jusqu'à ce moment-là. Vous, là où vous prenez le plus de kiff, c'est après. Bah, très bien. Non mais tu vois, et pas de problème. Et parce que t'as toujours ce truc de dire, ah mais moi j'ai raté ce moment-là, donc en fait, fine, c'est comme ça, point. Tu vois. Et je vais pas me forcer à être quelqu'un d'autre, et eux vont pas se forcer à rentrer dans mon schéma. Mais quand on est ensemble, comment ce moment-là, on en fait un bon moment. Ça m'amène sur un autre aspect. Là, à demi-mot, on a entendu, on se couche pas tard, on fait assez attention à comment on traite son corps. D'un point de vue alimentaire, est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, fonctionnent, te donnent de l'énergie, te permettent de rester focus, ou à l'inverse, t'en prennent? En fait, si tu veux, alors je sais que c'est un cas extrême, mais c'est vrai que quand tu prends Cristiano Ronaldo, tu te dis, le mec c'est fou, il a mon âge, il a ton âge et mon âge. Il est, je veux dire, tu regardes son corps, il est nickel, il a une hygiène de vie pas possible, voilà. Bon, est-ce que pour autant je veux cette vie-là? Tu vois, à un moment donné, je me suis posé cette question. Non. Donc je suis pas un fou à ce point-là, tu vois, de dire, il faut absolument que je me couche à telle heure, que je mange ci, que je mange ça. Parce que je pense que tu enlèves une dimension qui est importante, c'est la dimension plaisir. Si dans ta vie, ça devient que de la routine et que des cases à cocher, enfin, moi, perso, en tout cas, c'est pas une vie qui m'intéresse. Donc, par contre, je sais qu'il y a 3 dimensions importantes. C'est 1, faire du sport, de l'activité. 2, c'est bien manger. 3, c'est bien dormir. Bon. Il y a des choses sur lesquelles j'ai totalement la main. Bien manger. Je peux manger ce que je veux quand je veux. Le sport, je trouve aussi moins. Le sommeil, un peu moins. Parce que bon, quand t'as aussi, des enfants qui grandissent, t'es aussi là pour les accompagner, la nuit. Bon, maintenant, compte tenu de ça et de ma configuration, je me dis, comment je peux faire pour que tout ça me mette dans les meilleures conditions moi, pour que les temps où je travaille ou les temps où je fais des sports, parce qu'on parlait de running, mais moi ce qui m'intéresse c'est le marathon. Et le marathon, encore une fois, chacun son chemin, mais tu le fais pour le finir ou tu le fais pour performer. Bon, jusque-là j'ai toujours voulu le faire pour performer. Bon, ça aura peut-être une limite, parce qu'à un moment donné tu peux plus grappiller les minutes et les secondes, mais voilà, moi c'est ce qui m'intéressait. Donc ça m'a permis de me poser là-dessus. Et là-dessus, je remercierai jamais assez mon père, mais qui m'a partagé un livre alors j'ai plus son nom, c'est Jessie, je sais plus comment, la godesse du sucre. Tu vois, il y a un livre sur ça, qui explique que en fonction de dans quel ordre tu manges les aliments, ta digestion et la propression des aliments par ton corps est différente. Et de voir que le fameux petit déjeuner français, du croissant, café, jus d'orange. En fait, c'est le pire des trucs parce que ça te fait un pic de sucre d'un coup et après, paf, à 10h, t'es claqué, t'en peux plus. Bon, en fait, quand tu fais ça, tu dis, bon, d'accord, alors le livre, il est très bien parce qu'en fait, c'est fait sous forme de graphe. Moi, je suis plus visuel, donc ça me plaît bien. Je dis, tiens, je vais tester. Bon, depuis que j'ai lu ça, c'est pas compliqué. Le matin, je fais plus de sucre. Le matin, c'est du pain de mie complet, tu vois, du jambon, de l'avocat, un œuf. Truc que tu ferais pas, tu vois, instinctivement, t'as pas appris ça en France. C'est ça. Mais voilà, et je fais ça, et en fait, je me rends compte que je tiens jusqu'à 13h ou 14h sans problème, j'ai pas de fringales, j'ai pas de faim, j'ai pas de snack ou autre, et puis j'ai vu un effet visuel sur mon corps. Et ça, c'est aussi super important, parce que tu te dis, ok, qu'est-ce que je mets comme essence dans le moteur? C'est un peu ça quand tu Exactement. Là, voilà, j'ai choisi le carburant qui fonctionne mieux. Et au-delà de ça, je sors un petit retour sur moi. Je viens de faire tout le mois de novembre sans sucre. Ok. Voilà. C'est un aspect qui m'intéressait. Et donc, on retrouve des éléments que tu viens de dire là. Ouais. Toi, tu parles du petit déjeuner où on évite le sucre. Moi, c'était vraiment sur la journée et sur ça prolongé sur un mois, voir les effets visuels, mais aussi les effets physiologiques, mentaux, etc. Et le plus gros choc pour moi, c'était sur l'aspect émotionnel. À quel point le sucre vient moduler comment on reçoit et traite l'information et quelles réponses on en donne et comment notre corps réagit à ça. Et moi, les fluctuations d'énergie, mais aussi d'émotion dans la journée, avec ou sans sucre, c'est le jour et la nuit. Ouais, t'as vu la différence. Ah ouais, carrément. Beaucoup plus stable émotionnellement, moins perturbé par les différentes nouvelles, qu'elles soient positives ou négatives, comme on disait dans une vie d'entrepreneur, avec quelque chose de plus stable.
tu vois, ou plus serein. Et ça, c'était hyper agréable. Et l'énergie, effectivement, qui monte progressivement au fur et à mesure que ton corps s'œuvre au fur et à mesure des jours. C'était vraiment assez ouf, hormis la première semaine où tu es un peu en sevrage, où là, tu es un peu en train de... t'es un peu sous tension. Mais ça, c'est un aspect hyper intéressant. Je t'invite à creuser le sujet et essayer aussi de vous connecter à votre corps quand vous faites des excès, voir un petit peu les réactions que vous avez derrière au niveau du corps, mais aussi le lien que j'ai le corps qui est fatigué, mais aussi comment je pense. T'as fait l'alcool aussi? Bah, moi, je bois pas. Ouais. Je bois pas et c'est très rare que je bois. Je dois boire un verre à Noël, tu vois. Mais d'ordre général, je bois pas. Mais là, tu vois la différence de fou. Moi, je te dis, j'ai testé, donc changer l'alimentation, plus boire d'alcool, parce qu'en fait, t'as vite l'alcool social, c'est-à-dire t'as un rendez-vous client ou autre, tu dis allez, une bière, le soir tu rebois une bière, ou tu ouvres une bouteille, bon bah t'es deux, donc tu l'as fini. Enfin, toi, c'est et en fait, tu te rends vite compte que t'as une consommation régulière d'alcool. Et moi, effectivement, le fait de me redire, je me mets en mode performance dans le sport, a fait que j'ai changé et dit, ok, non, l'alcool c'est vraiment exceptionnel. Tu vois, il n'y a plus besoin de prendre aussi par rapport au regard des autres. Tu vois, et de dire tiens, bah en fait, je suis le seul à pas prendre, je prends un jus ou je prends je sais pas quoi. Bah ouais, fine, c'est comme ça, point. Tu vois. Mais quand tu arrives à être aligné comme ça, parce que tu sais pourquoi tu le fais, on revient à la vision. Exactement. Et tu vois, et qu'est-ce qui te drive en fait? Bah en fait, le reste, ça compte pas quoi. tu vois, à la base de mon accompagnement là, dans ce que je propose là, je suis intimement convaincu que tout part du corps. Tu vois. Mais avant d'aller sur cette thématique-ci et donner un petit peu le contenu de ce que les gens devraient mettre en place pour se sentir bien ou atteindre leurs objectifs, je pars toujours de ça, du pourquoi, le sens, la vision, qu'est-ce qu'on veut réellement pour que derrière, bah, on soit plus inarrêtable et qu'on fasse des choses vraiment alignées, quoi. Donc, tout revient à ça, à cette question du sens et du pourquoi. Il y a un autre aspect que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est plutôt la partie hyperactivité mentale, gestion du stress. Une fois de plus, te concernant toi et concernant les personnes que tu as pu interviewer, est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont dit, ou que toi tu as traversé, des périodes où tu es en cerveau constamment allumé et du mal à redescendre et ça, comment tu le gères, comment tu le traites? Ça, c'est une constante. T'es tout le temps on et non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, en fait, si tu veux, c'est que moi, je me l'autorisais jusqu'à ce que je devienne parent. Et là, maintenant, si tu veux, t'as aussi tes priorités qui changent, de la maturité. Et moi, de voir mes enfants, je me dis, il y a eu au début des moments où j'étais là physiquement, mais pas mentalement. Et en fait, tu te rends compte que finalement, c'est pas positif pour les enfants parce qu'ils le sentent que t'es pas là. Pour toi, parce que tu profites pas du moment. Et en même temps, donc personne y gagne. Et puis en même temps, quand t'es à côté et que t'as ton cerveau qui tourne, t'as pas 100% de bande passante. Donc tu peux pas finalement faire résoudre la question que t'avais à l'esprit. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est je fais pas ces pratiques radicales de dire je pousse le téléphone ou autre, parce que c'est pas des trucs que j'arrive à faire. Et puis t'as envie d'être connecté aussi, quoi qu'il arrive, avec la famille ou autre, il peut toujours y avoir une urgence. Mais par contre, ce que j'arrive à faire, c'est me dire, ok, bah là, sur ce moment-là, c'est le moment avec enfant ou famille. Bon, et ben s'il y a une idée qui me vient, ce que je fais, c'est que tout de suite, je m'écris une note, toi, sur le téléphone, ou je pose sur papier et je mets dans la poche. Et en fait, j'enlève cette charge mentale, j'enlève ce truc-là. Et après, par contre, je me dis, bah ok, bah quand ils sont couchés ou autre, bah là, c'est le moment où je me refais une demi-heure ou une heure tout seul à réfléchir sur le sujet. Mais parce que je sais que j'ai cet espace-là qui arrivera, ça me permet de me dire, toi, je profite du moment avant. Et le pire pour moi, c'était quand je me disais, alors attends, j'ai tout ça en tête, je le pose pas quelque part, et en même temps, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le traiter. Parce que t'as une certaine forme d'excitation. Tu sais que tu vas avoir un bonbon, une sucette, mais tu sais pas quand, et puis tu sais pas quand tu vas pouvoir la manger. Tu sais, c'est hyper frustrant. On revient à l'état d'enfant, quoi, là-dedans. Alors que quand tu sais, ok, bon, bah là, t'as la sucette, elle est rangée dans telle poche, et on la mangera à 16h. Ah ouais, ok, fine. Bah, pendant ce temps-là, je peux profiter jusqu'à 16h d'autre chose. Tu vois.
Bon, voilà, c'est le parallèle que je fais en tout cas. Non, mais c'est ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis là, c'est déjà l'analogie que tu fais entre le cerveau et l'ordinateur, ou en tout cas la bande passante, et réussir à décharger de l'espace mental pour pouvoir être disposé à ce qu'on veut faire maintenant. Parce qu'on a effectivement, je pense, cette capacité, ou en tout cas cette habitude, en tant qu'entrepreneur essentiellement, et parents, on devient aussi, je pense, à devoir planifier, anticiper, programmer, tout faire. Donc on est beaucoup dans le cortex préfrontal là, à vouloir tout prévoir. Et ce qui fait que, d'une part, on n'est plus disposé à ce qu'on fait maintenant. On est toujours dans une projection. Et en plus de ça, on n'est pas efficient. Donc le fait de faire ta petite technique, et ça, une petite dédicace à mon beau-père qui m'a envoyé 2-3 scuds là-dessus, parce que j'avais tendance, et j'ai toujours tendance un peu à oublier parce que c'est surchargé et je pense à trop de choses en même temps. Note dans ton téléphone, Alex. Tu prends ta petite application note et tu décharges ta tête. Tu mets tout ce que tu as et tu retraites quand tu as le temps. Donc voilà. Donc petite technique que Julien aussi. Ça, c'est un vrai sujet. Et tu vois, je le vois avec les entrepreneurs qui sont autour de moi ou qu'on accompagne dans les programmes. C'est souvent on pense que l'agenda doit être totalement flexible, tu vois, et à l'inverse, d'autres pensent qu'il faut qu'il soit rempli. Encore une fois, je pense pas que ce soit un des deux extrêmes qui ait raison, tu vois. Le sujet, c'est plutôt de dire, dans ma semaine, quels sont les temps qui sont récurrents, donc sorte de routine, qui sont obligatoires. Et moi, je sais, tu vois, les lundis matins, j'ai toutes mes réunions avec les équipes pour répondre aux questions, aligner tout le monde, voir si tout va bien, quelles sont les potentielles alertes. Voilà, comment on structure la semaine. Et après, je sais que du coup, le fait de faire ça, ce qui est pour moi un peu compliqué, parce que parfois c'est militaire, et puis t'es là, c'est de la contrainte. Pour un profil qui est plus créatif et qui veut aller sur sa passion ou ce qui lui plaît, te dire, je vais faire des réunions pour caler ça. Ouais, mais le fait de le faire, ça te permet de libérer les 4 autres jours de la semaine et dire, sur cela, parce que tout a été défini et cadré en amont, là, je suis flexible pour faire des rencontres, pour faire du sport, pour me développer, pour trouver des clients. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'invite vraiment les entrepreneurs à se poser cette question-là. Et tout à l'heure, tu disais le fameux « j'ai pas le temps ». Il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on a fait un séminaire il y a quelques années, et ça maintenant, c'est quelque chose qu'on a intégré justement dans les programmes avec les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est de prendre une feuille et faire de dessiner 24 cases pour 24 heures dans une journée. De prendre des feutres de couleurs différentes et dire voilà, tu as une couleur pour le sommeil, une couleur pour manger, une couleur pour le travail, une couleur pour la famille, le sport, et tu colories et tu regardes. Et en fait, tu te rends compte que tiens, quand tu fais l'exercice, mais en fait, il en reste des heures. Et ces heures, je fais quoi? Est-ce que voilà, je suis en train de moi progresser personnellement? Est-ce que je le passe avec ma famille? Est-ce que en fait, c'est une question d'allocation? Ou est-ce que, alors je vais faire le cliché, ou est-ce que je regarde Netflix sur le canapé, tu vois? Bon, voilà, comment t'alloues tes heures dispo? Donc cet exercice, il est super intéressant à faire, ça prend 10 minutes. Ça permet de voir, en fait, il m'en reste du temps. Et de prendre conscience, tiens, mais comment je l'alloue ce temps-là? Oui, je pourrais en fait faire du sport. Oui, je pourrais en fait lancer une boîte. Je pourrais. Mais la question, c'est la volonté. En tout cas, c'est la première fois que j'entends cet exercice. Et effectivement, je pense que le fait de le poser visuellement, ça permet vraiment de mieux voir la chose. Et je vais le faire, tiens. Je vais le tester. Je te donnerai ça. L'un des aspects sur lesquels je voulais t'amener, qui est en lien avec la gestion du stress et que j'aborde régulièrement dans mes coachings également, c'est la question de la respiration. Ouais. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu es sensible? Ça, j'ai jamais réussi. Franchement, pourtant. Donc tu respires pas? Non, je respire pas du tout. Non, mais avec le coaching TEDx, on en parlait en préambule, mais effectivement, ils nous ont aidés sur des techniques, la manière de se tenir, la manière de respirer, etc. Moi, c'est vrai que ça, c'est une zone d'effort pour moi. J'ai du mal à le conscientiser et à le faire. Je dis pas qu'effectivement, avant de passer sur scène devant plusieurs centaines de personnes ou autres, ou devant des moments plus stressants, je me pose pas pour me dire tiens, ralentis un peu le cœur, respire profondément, voilà. Mais c'est pas des pratiques que je vais faire, tous les jours. Voilà. Moi, j'ai pas réussi à intégrer dans mon panel, dans ma palette d'outils pour mieux me sentir et pour me sentir plus performant. Mais je sais que c'est efficace. Voilà. Donc
ouais, j'utilise mais vraiment à la marge. Dans tous les cas, quand tu vas faire du sport, fondamentalement, ce que tu viens travailler, c'est ta respiration. Ouais. Donc, l'idée, c'est de moduler l'oxygénation de ton corps. Et quand tu vas faire du sport, c'est ce que tu viens rechercher finalement. Quand tu dis, ouais, ça me permet de redescendre, ça me permet d'y voir plus clair, ça me permet d'être plus efficient dans ce que je fais après. Tout ça, c'est lié à la respiration. En fait, le dénominateur commun de tous ces facteurs-là que tu viens de donner, c'est-à-dire être plus efficient, être moins stressé, potentiellement mieux dormir, etc., c'est la respi. Donc, parfois, si tu n'as pas le temps d'aller courir, l'éventuel tips qui peut te permettre de te sentir plus OK là-dedans, c'est pratiquer 5-10 minutes de respi. Voilà. Ouais, mais je prends. Tu sais, je dis entrepreneur, c'est celui qui sait pas, hein, donc j'apprends. Voilà. Donc, je me mets dans cette posture. Mais voilà, en tout cas, il y a un vrai. Je pense que c'est vraiment contre-intuitif, d'autant plus en Occident, ce rapport à la respiration, parce que c'est un mécanisme qui est autonome. On pense tous savoir respirer, mais gardez à l'esprit que plus de 90% des gens ne savent pas respirer de manière fonctionnelle. Ça remet l'église au milieu du village et on ne se rend pas compte à quel point c'est central sur tout un tas de dimensions de comment on fonctionne et de qui on est. Donc, remettre de la valeur dessus ou à défaut de la conscience sur comment je respire et qu'est-ce que je peux faire avec cette respiration, ça peut être un vrai... comme dirait un petit dédicace à Kylian Mbappé, un game changer sur tous ces aspects-là. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais vraiment qu'on continue sur la question, on l'a abordé vite fait tout à l'heure, c'est le fameux « j'ai pas le temps ». Tu as répondu partiellement tout à l'heure. Pour toi, on va essayer de faire concret, plutôt mythe ou réalité ? Non, mais le j'ai pas le temps, c'est une décision. C'est si tu dis j'ai pas le temps, c'est que tu as décidé de ne pas avoir le temps. Si c'est ta priorité, tu trouves le temps. Tu vois, ça, moi, je suis intimement convaincu de ça. Je reviens au mantra de tout à l'heure. Si d'autres y arrivent, c'est que moi, je peux y arriver. Alors oui, on part peut-être pas sur la même ligne de départ parce que il y en a qui physiquement sont mieux dotés d'autres, etc. Donc tout ça, tu maîtrises pas. Par contre, c'est avec toi, ta palette et tes armes à disposition, comment tu fais pour aller atteindre ton objectif. Donc le fameux « j'ai pas le temps », c'est une excuse pour moi. Tu vois, ceux qui disent « j'ai pas le temps », c'est une excuse. Tu trouves le temps. Fais l'exercice des 24 blocs. Tu vas voir. Quand tu mets tes 8 heures de sommeil, tu mets ton heure pour manger le matin, il te reste du temps. Il te reste du temps. Si tu es bien organisé en tant qu'entrepreneur, oui, tu peux dire, tiens, parce que je suis en phase de croissance ou parce que je dois faire un shift ou autre, au lieu de faire 8 heures de boulot, je vais en faire 10, 12 pour essayer de prendre de l'avance ou justement éviter de perdre des places de marché. D'accord. Mais si tu as bien structuré ta boîte, si tu es organisé, s'il y a des systèmes, si tu as une équipe qui tourne, tes 8 heures de boulot sont suffisantes. Donc tu as le temps de. Et donc après, c'est une question de volonté. Tu vois, ça m'avait marqué dans un des épisodes du podcast. On parle avec Frédéric Fréry, qui est professeur à l'ESCP, et il dit la stratégie, c'est l'allocation des ressources. Donc en fait, on est sur un marché, et donc tu as le choix d'investir, pas investir, de passer du temps sur tel sujet ou tel sujet. Tu as le choix de passer du temps sur le sport, ou tu as le choix de passer du temps devant la télé. C'est ton choix. T'as compris. Et donc, ça c'est bien. On va rester là-dessus sur le côté j'ai pas le temps. Sur la partie sommeil, tout à l'heure, j'ai entendu à demi-mot, une fois de plus, 2-3 trucs. Effectivement, avec des enfants en bas âge, ou en tout cas, moi j'ai des enfants en bas âge, mais des enfants, dans tous les cas, le sommeil est un peu perturbé. Donc, par conséquent, la récupération également. Ce qui amène à des réactions, des décisions un peu différentes également. Comment tu gères ça ? Ça, c'est ce que je suis toujours en train d'essayer de gérer. Tu vois. Non, c'est compliqué parce que effectivement, quand t'as le cerveau qui tourne, t'as envie de poser sur papier tes idées, t'as envie d'avancer, t'as l'excitation. Et moi, je dis toujours, j'ai pas l'impression de travailler. Donc en fait, c'est du plaisir. Toi, là où d'autres, quand ils me regardent de l'extérieur, ils se disent, mais pourquoi il se fait ça, lui, quoi? Il est fou. Donc voilà. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, je sais que passer une certaine heure, c'est plus compliqué pour moi d'être en forme le lendemain matin. Je sais aussi maintenant de combien d'heures de sommeil j'ai besoin.
Bon, bah maintenant, ce que je fais, c'est que j'ajuste et je me dis, bon, bah ok, est-ce que je me couche un peu plus tard et je prends le risque, ou est-ce que je me couche plus tôt et puis en fait, bah, je sais aussi que je serai mieux le lendemain matin. Toi, là, cette semaine, c'était intéressant parce que là, pour pouvoir justement avancer sur toutes les idées qui me viennent, quasiment tous les soirs, j'ai voulu bosser jusqu'à 23h ou minuit pour me dire, tiens, je rattrape. Mais le lendemain, quand tu es debout à 6h, il me manque quelques heures de sommeil. Et ben là, dans la semaine, je dis, je vais faire différemment. Je dis, je vais me coucher à 9h, et par contre, je vais me lever à 5h. Mais j'avais quelques heures de sommeil en plus. Et ben en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus frais, beaucoup plus efficace en fonctionnant comme ça. Donc voilà, donc parfois tu dis, tiens, ce soir, je vais finir parce que c'est comme ça, je vais partir coucher, si tu veux, libéré. Et en fait, tu te rends compte que c'est le pire. Moi, je préfère dire, ok, je sais que j'ai tout ça, je le pose sur papier, tu as la charge mentale. Demain matin, il y a ça à faire. Mais par contre, demain matin, entre 6h et 7h, je le ferai en 1 heure. Alors que si je le fais ce soir, je vais y passer de 21h à minuit, je vais mal dormir, j'aurais pas bossé comme je voulais aussi efficacement. Et donc, au final, j'aurais impacté mon corps. Voilà. Mais ça, faut arriver à le conscientiser. Tu vois, moi, c'est tout récent. Hein. C'est après 15 ans d'entrepreneuriat, presque 40 ans. Donc, ça, je pense que c'est un travail de toute une vie à faire et constamment. Voilà. J'en suis qu'au début. Hein. Dans la perception que j'ai de l'entrepreneuriat, pour moi, les entrepreneurs, c'est un peu comme des sportifs de haut niveau. Clairement. Et donc, je comprends. Une fois de plus, c'est dans mon monde. J'ai du mal à comprendre qu'on laisse autant le corps de côté. Ouais, c'est vrai. Et qu'on part du principe où c'est que la tête qui drive. Ouais. Et là, dans tout ce qu'on vient de se dire là, on se rend compte que tu peux pas faire la dissociation. Parce que forcément, tu peux le traiter comme juste un corps qui est là et qui te traîne d'un point A à un point B. Mais ça reste le temple de tout, de là où tout se joue. Donc, le sommeil, on vient d'en parler rapidement, le sport, l'alimentation, et il y a un aspect qui est en dehors du corps, mais qui a un impact énorme, c'est la gestion des relations humaines, qui vient jouer sur l'énergie, tu l'as dit tout à l'heure, pour te ressourcer, tu vas voir tes amis. À quel point tu mets ça en avant ? En avant dans quel sens ? Dans ton quotidien, à quel point ça prend de la place et... moi, c'est plus... En fait, je vais pas répondre à ta question comme ça. Je vais répondre autrement. Je vais faire une dédicace plutôt à ma compagne, tu vois. Parce que moi, j'étais plutôt du style, tu vois, taiseux, à garder un peu les trucs pour moi et exploser quand, tu vois, c'était trop, quoi. Et en fait, elle m'a appris une chose, elle m'a appris à verbaliser et dire et accepter de, en tout cas dans une certaine forme de perception, se sentir vulnérable parce que tu dis ce qui va et ce qui va pas. Mais dans une certaine forme, ce qui est hyper positif, c'est que ça te permet de décharger. Toi, comme quand on disait, tiens, l'idée, je la mets sur papier. Et donc là, de partager, de dire, toi, par exemple, j'ai écrit mon livre sur justement comment t'as fait. Et j'avais, j'aurais pas le dire là, mais j'avais plusieurs mois pour le faire. Et en fait, les premiers mois, j'avais du mal à me mettre dedans. Et puis à la fin, en fait, bon, on a posé le constat que ça marchait pas. Et je lui ai dit, écoute, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que j'arrive pas comme ça. Moi, j'ai besoin de prendre X fois 2 heures tout seul dans mon monde, donc j'allais dans un pub pour bosser. Et je disais à ma femme, si t'es d'accord, tu gères les enfants pendant ce temps-là, et après, quand je reviens à fond. Et ça me permet, si tu veux, d'être efficace des deux côtés et d'être pleinement dans chaque sujet. Donc, le fait de commencer à verbaliser tout ça, le fait d'arriver à dire, tiens, là, je commence à monter en pression, il faut que j'arrive à trouver une soupape, etc., etc. En fait, tout ça, moi, ça m'a clairement aidé, tu vois. Donc, d'arriver à se dire, là, j'ai besoin de ça. Toi, il y a intéressant, Nathalie, la coach TEDx dont je te parlais, elle me posait toujours la question, elle me dit, au lieu de dire, j'ai besoin d'eux, t'as envie de quoi ? Et c'est pas le même driver. Tu vois, et d'arriver à faire la différence justement entre un besoin et une envie va faire que tu vas pas mettre en place les mêmes actions derrière. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne réponse là-dedans, mais il y a juste de se dire, tiens, la situation actuelle, si je la vois avec ces deux angles différents, qu'est-ce que je vais dire à mon partenaire de vie ? Qu'est-ce que je vais dire à mon entourage ? Et quelles actions, en tout cas, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais avoir des amis ? Est-ce que je vais faire du sport ? Est-ce que je vais, je sais pas, lancer ma boîte ? Peu importe, en fonction des réponses à ces questions-là. Donc ça, dresser un tableau, dire tiens, chaque situation, d'un côté il y a besoin, de l'autre côté il y a envie. Ça part pas du même endroit une fois de plus. Voilà.
Bien, on arrive sur la dernière partie. J'aime bien finir les épisodes par une petite question-réponse un peu tac au tac, tu vois, quelque chose où Allez. on s'étale pas trop. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est un entrepreneur qui n'a pas de routine physique est un entrepreneur qui sabote sa boîte à moyen terme, pardon. Ouais. Je suis d'accord. Ça me va comme réponse. Tu vois. Ah, ok. Oui, non. Après, si t'as envie d'épiloguer un peu derrière, fais-toi plaisir. Mais on essaie de rester short. La plupart des burn-out d'entrepreneurs ne sont pas physiologiques, mais psychologiques. Oui. Dire « je n'ai pas le temps de faire du sport » est souvent un mensonge socialement acceptable. Non. Un entrepreneur qui dort mal prend de mauvaises décisions, même s'il est brillant. Oui. Travailler plus de 60 heures par semaine est rarement un signe de performance, mais plutôt un signal d'alerte. Je suis d'accord. Chez beaucoup d'entrepreneurs, le business sert à éviter de ressentir ce qui se passe dans le corps. Ah oui. Oui, parfois tu peux. Le corps est le premier actif de l'entreprise, mais le plus négligé. Le corps de qui? Le corps de l'entrepreneur. Ouais, bah oui, oui. L'hyperactivité mentale est souvent confondue avec de l'ambition. Ça, je sais pas. Toi, tu en penses quoi? Je pense que c'est souvent le cas. Ouais. Ouais, je pense que c'est souvent le cas. On aime bien. Beaucoup de personnes aiment bien se sentir super stimulées pour avoir l'impression de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que t'as plein de choses à faire dans ta to-do list que tu fais les bonnes choses. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. J'aurais relié la dimension plaisir plus que l'ambition. T'as pas forcément de l'ambition, t'es hyperactif, mais t'as pas forcément d'ambition. Tu veux peut-être juste que des shots d'adrénaline ou Ouais. des pics dans ta journée. Donc j'aurais relié au plaisir. Il s'avère que l'entrepreneuriat, c'est un moyen d'avoir tous ces pics-là. C'est vrai. Enfin, c'est comme ça que je le verrais. Les deux sont justes. Le sport n'est pas un loisir pour l'entrepreneur, c'est une compétence professionnelle. Moi, je dirais oui. Tout le monde sera pas d'accord, mais oui. Et la dernière, c'est on ne peut pas construire une vision long terme avec un système nerveux en état d'urgence permanente. Ah bah, clairement. Donc pour ça, faites du sport. Exactement. Ça va être la conclusion. Bravo. Exactement. Merci Jus. Et ben merci à toi. C'était un plaisir. Bah carrément. Et puis j'espère qu'on aura potentiellement l'occasion d'en refaire un autre. Ouais, et qu'on se revoit avant 20 ans cette fois. Ce serait bien. Ouais, à bientôt. Ciao. Salut.